Alors je suis vraiment très très heureuse d'être là ce soir parce que c'est pour moi l'occasion de partager ma passion pour l'intuition et de partager toutes les connaissances que j'ai pu acquérir sur ce sujet. En effet, j'ai consacré à l'intuition 2 ans de travail, 2 ans de recherche, 2 ans de réflexion, 2 ans d'échange aussi, de rencontres, et 2 ans qui m'ont permis d'écrire ce livre, développer votre intuition pour prendre de meilleures décisions. Et d'ailleurs, tout ce travail de réflexion continue, puisque j'ai aussi un blog qui s'appelle Histoire d'intuition et sur lequel je publie régulièrement des articles, et ça nourrit ma réflexion et toutes ces choses autour de l'intuition. Alors justement, moi en travaillant sur l'intuition, j'ai eu plein de surprises. Je me suis rendu compte que c'était un sujet qui rayonnait dans plein de domaines, et dans plein de domaines qu'on ne soupçonne pas au premier abord. Bruno l'a un petit peu dit, la recherche scientifique, la philosophie, et même le milieu des entreprises et du management. Et en tant que journaliste, dans tout ce travail autour de l'intuition, j'ai vraiment eu à cœur de l'aborder avec objectivité et d'emprunter un petit peu ce que les bouddhistes nomment la voie du milieu. J'ai voulu éviter les principaux écueils qu'on trouve en général quand on parle d'intuition. Alors le premier écueil, c'est la pensée magique, la fascination avec toutes les dérives qu'on connaît. Et puis le deuxième écueil, c'est l'inverse, c'est le déni ou le rejet. Cela n'existe pas puisque je ne le comprends pas. Et puis il y a encore un autre écueil qui est plus pernicieux, celui-là, mais qui est tout aussi dangereux, c'est l'écueil de la rationalisation. On veut à tout prix expliquer l'intuition et la faire rentrer dans une case. Or, on va le voir ensemble, l'intuition c'est un phénomène protéiforme, multiple, mouvant, et on ne peut pas enfermer l'intuition dans une case. Enfin, tout du moins on peut, mais on risque de passer à côté de toute sa richesse. Et puis l'intuition aussi, elle a une part de mystère. Cette idée qu'on ne peut pas enfermer l'intuition dans une case, on peut pas. Elle a une part de mystère qui est inhérente et qui, à mon sens, constitue toute sa profondeur et toute sa force. Alors l'intuition, oui, c'est un sujet vaste, passionnant, et c'est surtout un sujet très important aujourd'hui dans notre société qui traverse des crises multiples, crise écologique, financière, sociale, enfin on connaît tout ça, mais aussi et surtout crise existentielle, crise de sens, crise de valeur. On est de plus en plus nombreux à vouloir plus de cohérence dans notre vie, plus de justesse, et à aller vers ce qu'on appelle le développement personnel. D'ailleurs que les Canadiens appellent la croissance personnelle, c'est assez joli. Et bien l'intuition, moi je dis que c'est l'outil numéro 1 pour se réaliser, pour accéder à cette réalisation personnelle. Parce que l'intuition, on va voir qu'elle nous sert à plein de choses, plus tard dans la conférence. Mais au final, l'intuition, c'est notre sagesse intérieure, c'est notre guide. Et c'est celui qui va nous mener tout au long de notre existence pour prendre les bonnes décisions et au bon moment. Alors justement, cette intuition là, qui est si précieuse dans nos vies, c'est un muscle un peu atrophié dans nos sociétés. L'intuition fait peur, ça a été souligné en introduction. L'intuition, on la soupçonne d'être dangereuse, on la nie, on la dévalorise. Parfois, on la galvaude aussi. On verra plus tard que parfois, on appelle intuition une manifestation qui n'est pas vraiment de l'intuition. Au final, on peut dire que l'intuition, elle est surtout très très mal connue. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, et c'est justement pour ça que je suis là devant vous. Donc, on va partir à la découverte de notre intuition, et de votre intuition, et je vais aborder 7 grandes questions que chacun se pose autour de l'intuition, puis je vais apporter des explications, des éclaircissements, et puis à la fin de mon temps de parole, ce sera à vous, ce sera un moment d'échange, ça sera à vous de parler, de partager une expérience, ou de poser une question. Qu'est-ce que c'est l'intuition ? Paradoxalement, c'est pas si compliqué de répondre, on peut éclairer assez simplement cette question. L'intuition, comme c'est écrit là, c'est la capacité de capter une information pertinente
et de manière non conventionnelle. Et j'entends par non conventionnelle, sans passer par la raison et sans passer par les 5 sens de manière consciente. En effet, une intuition, c'est une information que vous allez obtenir sans faire marcher ce que j'appelle le cerveau pensant. Et ce n'est pas non plus une intuition que vous allez capter avec vos sens extérieurs, consciemment. Hein. Donc ce n'est pas une information que vous allez voir avec vos yeux, ni entendre avec vos oreilles, ni appréhender avec votre sens du toucher. Par contre, et c'est un point très important, l'intuition, elle transite par nos sens, mais elle transite par nos sens qui sont en quelque sorte intériorisés. C'est par exemple une information qui va surgir à l'intérieur de vous, dans votre tête, sous forme d'une image. Ça peut être aussi une information qui va surgir à l'intérieur de vous sous une forme auditive intérieure, hein, c'est mon petit doigt m'a dit. Ou alors, c'est une information qui va transiter par votre corps et par un ensemble de ressentis physiques, en fait, et qui dépendent en fait de chacun des individus. Hein. Il y a des gens qui vont avoir des maux de dos, de tête, des frissons, des courbatures, le sentiment du cœur qui se serre ou qui s'ouvre, au contraire. Ça peut être aussi une sensation d'excitation physique ou de bien-être. Alors, cette notion d'intériorité, elle est fondamentale dans l'intuition. On verra plus tard que l'intuition a vraiment à voir avec notre espace intérieur et comment on l'investit aussi. Et je fais tout de suite une ouverture avec une autre manifestation d'intériorité, qui sont les émotions. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Une émotion, c'est une manifestation physique et psychologique à un événement extérieur ou à une interprétation qu'on s'en fait. Et l'émotion, elle va aussi se manifester dans notre intériorité. Alors, on peut dire que si les émotions ne sont pas une intuition en soi, on peut dire que les émotions sont en quelque sorte le vecteur de nos intuitions. Et on observe que plus on va être en relation avec notre monde émotionnel, plus on va comprendre nos émotions, les nommer, les accueillir, et puis aussi les gérer dans le sens de les maintenir à une bonne distance de nous. Et plus on va être capable de faire pareil avec les autres, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, et bien plus notre intelligence intuitive, plus notre intuition va s'ouvrir, va se développer. C'est par exemple l'empathie que vous devez connaître. Qu'est-ce que c'est que l'empathie? C'est la capacité de comprendre ce que l'autre vit et ressent, et sans qu'il nous l'ait dit de manière explicite. Eh bien, l'empathie, c'est une qualité émotionnelle, parce qu'on va saisir l'état émotionnel de la personne de manière implicite, et c'est aussi une qualité intuitive. Je vous propose d'aborder une seconde question. Est-ce que tout le monde a de l'intuition? On peut dire que tout le monde a de l'intuition. Enfin, moi, je dis que tout le monde a un potentiel intuitif. Carl Gustav Jung, que vous devez connaître, qui était ce grand psychiatre suisse contemporain de Freud, eh bien, Carl Gustav Jung, qui a beaucoup étudié l'intuition, il disait « L'intuition, c'est quelque chose de naturel, de normal et de nécessaire. » Nous avons tous un potentiel intuitif, nous avons tous de l'intuition. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a des gens qui ont plus d'intuition que d'autres, c'est vrai. Il y a des gens qui sont plus en relation avec leur monde émotionnel, avec leur intériorité, qui ont plus de capacité de perception, de sensibilité. Mais on peut véritablement tous investir ce potentiel intuitif et tous, chacun à notre niveau, le développer. Alors justement, quand on veut s'éveiller à son intuition, quand on veut la réveiller, la développer, il y a un certain nombre de clichés qui nous empêchent parfois de le faire, qui sont comme des murs sur lesquels on se heurte parfois. Alors le premier de ces clichés, je suis sûre que vous le connaissez, c'est la fameuse intuition féminine. Alors celle qui fait que nous les femmes, on serait des reines d'intuition, et puis les hommes, ils récupéreraient quelques petites miettes d'intuition comme ça, qu'on laisserait tomber de la table, et ils seraient particulièrement chanceux. Alors, on peut vraiment dire que l'intuition, c'est pas une question de genre sexuel. L'intuition, c'est une question de disposition, de caractère, de personnalité. Moi, je connais personnellement des hommes très intuitifs, et je connais aussi des femmes qui prétendent être intuitives et qui ne le sont pas forcément.
Alors d'où ça vient cette croyance populaire de l'intuition féminine? Évidemment, ça repose quand même sur quelque chose de concret. Il est vrai que les femmes, nous les femmes, on est plus associées à des qualités d'intériorité justement, de sensibilité, d'émotion, d'empathie. Et les hommes sont plutôt associés à des qualités d'énergie, de combat, d'extériorité. Certes, mais on peut aussi remarquer que nous les femmes, comme on est associées naturellement à l'intuition, on va y recourir plus facilement et c'est un petit peu plus compliqué pour les hommes. Alors Irène Frein, qui est une grande romancière française, qui est historique, et qui est aussi féministe, que j'ai eu la chance d'interviewer dans mon livre, elle apporte une vision intéressante sur cette histoire d'intuition féminine. Elle dit que l'intuition féminine, c'est parce qu'on a longtemps écarté les femmes du milieu de la connaissance et du savoir, de l'éducation, et les femmes étaient confinées au foyer. Donc forcément, elles ont développé en quelque sorte l'intelligence qui est à leur portée, l'intelligence de la compréhension des autres et l'intelligence intuitive du monde. Alors le deuxième de ces clichés, qui nous empêche parfois de développer notre intuition et qui fait qu'on se dit que tout le monde n'a pas d'intuition, eh bien c'est que ce cliché, c'est que eh bien, l'intuition serait réservée à une petite catégorie de personnes, particulièrement douées, et des personnes plutôt imaginatives, créatives, fantasques, voire un peu bizarres. Alors sur ça, là aussi, c'est un cliché, parce qu'il y a des personnes très rationnelles, et qui le disent, et qui évoluent dans des milieux très rationnels, et qui utilisent leur intuition. Et je vais éclairer ça par deux exemples concrets, qui sont vraiment intéressants. Le premier de ces exemples, c'est l'intuition dans le monde de l'entreprise et du management. L'intuition, pour un dirigeant, un cadre dirigeant, c'est tout simplement l'outil numéro 1 dans son travail. Tous les jours, il est confronté à une quantité de décisions qu'il doit prendre. Et matériellement, il n'a pas le temps de faire une colonne A avec avantage, B, inconvénient, et puis au final de prendre le temps de la réflexion. Et ceci a été étudié notamment par un prix Nobel d'économie qui s'appelle Herbert Simon, qui est un Américain. Et il a effectivement observé que l'intuition, on ne le disait pas, mais en entreprise et pour les dirigeants, c'est véritablement leur outil premier de travail. Et justement, moi, dans le travail que j'ai mené autour du livre, j'ai eu la chance d'interviewer un dirigeant d'entreprise qui s'appelle Laurent Félis, et qui dirige un institut d'études économiques privé. En fait, c'est l'équivalent de l'IFOP. C'est un grand institut d'études économiques, donc il est en relation avec beaucoup de dirigeants et de cadres dirigeants. Et lui-même, il parle de l'intuition. Il dit que l'intuition est très importante dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle. Il regrette que les cadres de son entreprise, qui viennent de grandes écoles, HEC, etc., ne soient pas plus ouverts à cette intelligence intuitive, à cette intelligence émotionnelle. Et lui-même me confiait que quand les dirigeants sont entre eux, ils ne parlent que de ça. Ils parlent de l'intuition, du flair. Et puis par contre, à l'extérieur, on n'en parle plus. Et alors cette relation un peu clivée, comme ça, un peu schizophrénique, entre l'intuition et le milieu des entreprises et les dirigeants, elle a été mise en lumière par une étude très intéressante qui a été menée à la fin des années 90 par un chercheur de la Business Harvard School. Il est allé interviewer près de 3000 dirigeants, cadres dirigeants de petites, moyennes, grandes entreprises, et il les a interrogés sur l'intuition. Et qu'est-ce qu'il en est sorti? À 80%, ces dirigeants et cadres dirigeants attribuent leur succès à l'intuition. Mais par contre, ils ne sont plus que la moitié prêts à le reconnaître publiquement. Bon, l'intuition, c'est un peu, j'y pense le matin en me rasant, mais après, ça n'existe plus. Je voulais aussi illustrer ce cliché, ou démonter avec vous ce cliché selon lequel l'intuition ne serait pas utilisée dans des milieux rationnels par des personnes rationnelles, en mettant en lumière l'exemple de la recherche scientifique. L'intuition, c'est là aussi un des principaux outils qui permet aux scientifiques de faire des découvertes. Einstein lui-même il a dit beaucoup de choses sur l'intuition, mais il a notamment dit que l'intuition, c'est la seule chose qui vaille au monde. Et lui-même, il utilisait l'intuition, il utilisait l'imagination dans son travail,
Et là aussi, il y a une étude très intéressante qui a été menée dans les années 30 par deux chimistes qui s'appellent Platt et Baker. Et Platt et Baker, ils sont allés voir des prix Nobel pas de la paix, non, des prix Nobel de médecine, de physique, de chimie. Et pareil, ils les ont interrogés, est-ce que vous savez de l'intuition? Et de la même manière, et là je crois que c'est à 83%, tous ces prix Nobel se disent aidés dans leur travail de recherche par des intuitions. Et au passage, ils regrettent d'ailleurs que l'intuition ne soit pas plus présente dans la formation scientifique. Alors, on va le voir d'ailleurs plus tard dans la conférence, je vais vous donner des exemples de découvertes scientifiques qui ont été faites par intuition. Alors on le voit, l'intuition, tout le monde en a. Ce n'est pas réservé aux femmes, ce n'est pas réservé aux personnes un peu fantasmes ou bizarres, et nous avons tous ce potentiel. Alors maintenant, on va voir à quoi ça nous sert. En se posant la question de savoir à quoi ça nous sert l'intuition, on peut mieux comprendre son intuition et on peut aussi commencer à la développer. Alors moi je dis souvent, j'aime bien cette image de l'intuition qui est comme un couteau suisse de l'existence. L'intuition, elle va nous aider pour des toutes petites choses de la vie, et puis des grandes choses aussi de la vie, des choses du quotidien et puis des grandes décisions de l'existence. L'intuition, elle va aussi nous aider dans notre vie privée, et puis aussi dans notre vie professionnelle. L'intuition, elle ne fait pas d'ostracisme, elle ne s'arrête pas le matin quand vous allez au travail, elle ne s'arrête pas à la porte de votre maison. Et de la même manière que quand le soir vous rentrez de votre travail, la raison ne s'arrête pas à la porte de votre maison. Alors on va voir maintenant un petit peu dans le détail à quoi ça nous sert concrètement l'intuition. D'abord, ça nous sert dans nos relations avec les autres. Ça nous sert à saisir l'état émotionnel d'une personne. C'est l'empathie auquel je faisais référence tout à l'heure. Mais ça nous sert aussi à, par exemple, dans une situation de conflit, à percevoir les enjeux cachés. Les thérapeutes utilisent beaucoup l'intuition dans leur travail, dans leur relation avec leurs patients. Ça leur permet de saisir les enjeux, les choses qui sont un petit peu sous-jacentes, implicites. L'intuition, elle va aussi nous aider pour prévenir une situation, et parfois d'être en danger, ou en tout cas s'y adapter, ou essayer. C'est le fameux pressentiment. L'intuition, elle va aussi nous aider à créer. Elle va générer une impulsion créatrice. Le réalisateur américain David Lynch, il dit que l'intuition c'est le principal outil de l'artiste, mais c'est aussi le principal outil de quiconque veut créer quelque chose. Et puis au final, bien l'intuition, ça nous sert à prendre des bonnes décisions. Et on l'a vu tout à l'heure, donc des décisions qui peuvent paraître anodines du quotidien, trouver une place de parking, s'orienter, trouver un bon restaurant. Mais elle va aussi nous aider pour des choses un peu plus importantes. Faire le bon choix de médecin, faire le bon choix de partenaire amoureux, amical, quand on fait passer un entretien d'embauche, faire le bon choix du candidat. Au final, l'intuition, c'est ce qui nous guide, c'est notre sagesse intérieure, c'est ce qui va nous accompagner pour cheminer dans l'existence et de manière la plus juste et la plus authentique possible. Vous avez peut-être entendu parler du psychologue américain Abraham Maslow. Et dans les années 60, Abraham Maslow a émis une théorie tout à fait intéressante, la pyramide des besoins humains. À la base de la pyramide, il y a les besoins physiologiques, manger, dormir. Ensuite, au-dessus, il y a les besoins de sécurité, être protégé, être aimé. Puis, on trouve le besoin d'avoir des rapports sociaux, d'être en interaction avec les autres. Et puis on progresse encore dans la pyramide, on va plus haut, et là on trouve le besoin de reconnaissance. Et puis tout en haut, la pointe de cette pyramide, le 5e niveau, c'est le besoin de réalisation personnelle. Bien l'intuition, c'est exactement ce qui nous permet de nous réaliser, c'est ce qui va nous permettre de donner du sens à notre vie, ou de suivre le juste sens de notre vie, et qui va aussi nous éclairer sur notre participation au monde. Et on va aborder maintenant un petit peu les mystères de l'intuition. On va rentrer dans les coulisses. Comment ça marche l'intuition et d'où ça vient? La question qui vient après, c'est d'accord, l'intuition sert à capter une information pertinente de manière non conventionnelle, mais comment ça marche? Et puis d'où ça vient? Et là, cette question-là, elle est un petit peu plus complexe à éclairer,
Moi, j'y ai consacré beaucoup de temps et beaucoup de passion aussi, parce que c'est vraiment, je trouve intéressant d'ouvrir des portes et justement de ne pas exclure telle ou telle théorie parce que ça nous gênerait ou que ça pourrait bousculer nos croyances. Alors j'ai identifié qu'il y avait 3 grandes approches de l'intuition quand on se pose cette question de savoir qu'est-ce que c'est, comment ça marche, d'où ça vient. Et c'est ce que j'appelle les 3 cercles de l'intuition qui sont matérialisés là. Alors le premier cercle de l'intuition, la première approche, c'est le cercle orange, c'est le cercle de l'individu. C'est l'approche des neuroscientifiques et des neurobiologistes. Alors il faut savoir que l'intuition, c'est un grand sujet d'étude des neuroscientifiques depuis environ 15 ans. Donc ils scrutent notre cerveau, ils cherchent à comprendre les phénomènes liés à la conscience, ils étudient comment nous prenons nos décisions, et puis ils étudient forcément l'intuition. Pour eux, l'intuition, c'est en quelque sorte une aire du cerveau, hein, une case du cerveau, comme il y a une aire liée à la mémoire, une aire liée au langage. Mais l'intuition, en fait, c'est une zone du cerveau. Pour eux, l'intuition, c'est l'intelligence de l'inconscient. Alors, ils entendent par inconscient toutes les pensées, toutes les informations, toutes les données que nous amassons continuellement de manière inconsciente. Il faut savoir qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour. Oui, ça fait beaucoup. Et sur ces 60 000 pensées par jour, il y en aurait de 80 à 90%, voire 99% pour certains auteurs qui sont inconscientes, qui échappent à notre conscience. Là, par exemple, pendant que je vous parle, vous m'écoutez, enfin j'espère, mais votre cerveau, en même temps, il enregistre tout un tas de données. Hein, la couleur des chaussettes de votre voisin, la luminosité, l'odeur, et tout au long de notre vie, toutes nos expériences de vie, eh bien, notre cerveau va enregistrer ça comme une machine, hein, comme un ordinateur super puissant. Et donc, au final, on a comme une espèce de caverne d'Ali-Baba de données, d'informations. Et notre cerveau, qui a des facultés tout à fait exceptionnelles, eh bien, il va être capable, comme un ordinateur en tâche de fond, il va traiter ces lignes d'information. Il va même être capable de traiter plusieurs lignes d'information. Il va faire des ponts, des associations, des recoupements. Et puis au moment où on en a besoin, il va nous donner une intuition. Alors d'ailleurs, les neuroscientifiques appellent cette intelligence de l'inconscient, ils appellent ça la mémoire implicite. Hein. C'est tout ce qu'on sait finalement sans savoir. Parce que c'est souvent ça qu'on dit dans l'intuition. On dit je sais, mais je ne sais pas comment je le sais. Alors je vais faire un tout petit aparté, puisqu'on est dans la partie des neuroscientifiques et la neurobiologie, sur la question du cerveau droit et du cerveau gauche. Je pense que vous tous ici, vous avez dû entendre un jour quelqu'un vous dire « Ah, moi, je suis cerveau droit ». Ça veut dire « Je suis très intuitif, je suis créatif ». Et puis, peut-être quelqu'un qui vous a dit un jour « Moi, je suis cerveau gauche, moi, je réfléchis, je suis rationnel ». Bon. On doit cette théorie à Roger Sperry, qui est un grand neuroscientifique américain. En effet, Roger Sperry, il a étudié le cerveau, il s'est rendu compte que certains mécanismes, comme les mécanismes intuitifs, les mécanismes de création, d'imagination étaient liés à la partie gauche de notre encéphale supérieur, de notre cortex, et à l'inverse, que les manifestations de réflexion, de raisonnement, de déduction étaient liées à la partie gauche de notre cortex supérieur. Au risque de vous décevoir, depuis, il y a eu un certain nombre de recherches et de nouvelles découvertes qui ont été faites. Et on s'est rendu compte que le corps calleux, qui relie les 2 hémisphères du cerveau, est aussi très impliqué. Et que finalement, il y a des mécanismes intuitifs qui passent par le cerveau gauche et inversement des mécanismes de raison qui passent par le cerveau droit. Et puis, il faut aussi noter que la théorie de Sperry, quand on dit cerveau droit, cerveau gauche, elle ne concerne que le cortex supérieur. Il faut savoir qu'on a 3 cerveaux. On a un tout petit cerveau, là, derrière, qui est le cerveau reptilien, qui est le plus ancien, et qui régit notamment les fonctions physiologiques et puis l'odorat. Ensuite, autour, on a un autre cerveau un peu plus grand, qui est le cerveau limbique, qui lui, entre autres, régit nos émotions. Et puis tout en haut, hein, il y a le cortex, qui est sur le cerveau pensant, l'aboutissement de l'évolution. Et justement, toutes les recherches autour de l'intelligence émotionnelle, auxquelles je faisais référence au début de la conférence, eh bien, elles ont montré qu'on intuite avec tout notre cerveau. Et que notre cerveau reptilien et notre cerveau limbique et notre cortex, eh bien, ils sont manifestement, ils marchent tous ensemble hein, pour nous permettre d'intuiter.
On va aborder ce que j'appelle l'intuition quantique ou l'intuition irrationnelle. Alors vous avez peut-être entendu parler de la physique quantique. Bon, c'est un sujet vaste et complexe, mais pour résumer, en fait, depuis environ un siècle, il y a des physiciens qui réinventent un petit peu les lois de la physique telles qu'on les connaît, les lois du temps et de l'espace et de la matière. Et donc ce sont de brillants scientifiques qui émettent toutes ces théories, certains sont nobelisés. Et dans le monde des quantas, donc dans ces toutes petites particules atomiques, eh bien, il se passe des choses assez étonnantes. Les particules sont par exemple capables de continuer à interagir même lorsqu'on les sépare physiquement. Elles sont aussi douées du don d'ubiquité, c'est-à-dire qu'elles peuvent se trouver en deux endroits en même temps. Alors ça nous paraît difficile à concevoir, mais la physique quantique, c'est vraiment ce qu'elle nous apprend. En fait, elle nous apprend à complètement oublier notre conception classique du monde et à nous ouvrir à autre chose. Et justement, ces capacités un petit peu étonnantes des particules, en fait, du point de vue de la physique quantique, tout est relié. Il faut vraiment retenir ça, tout est relié. Et cette capacité-là, cette faculté-là, évidemment, elle nous interroge par rapport à l'intuition. Et la physique quantique est en quelque sorte utilisée par les parapsychologues. Alors, qui sont ces parapsychologues? Ce sont des chercheurs qui cherchent dans des universités publiques très sérieuses, en France, en Allemagne, en Irlande. Et eux, ils étudient ce qu'on appelle les phénomènes psy. Alors, la vision à distance, les phénomènes de télépathie, les phénomènes de prémonition, pressentiment. Et alors eux, les parapsychologues, ils ont une toute autre vision de l'intuition par rapport aux neuroscientifiques. Eux, ils font une analogie entre notre cerveau et un poste de radio. Quand vous écoutez la radio, vous entendez de la musique. Bon, on est bien d'accord que la musique n'est pas dans le poste de radio. Il y a autour du poste de radio des ondes, et le poste de radio, le transistor, va capter ces ondes et va les traduire en musique. Eh bien, pour les neuroscientifiques, c'est exactement pareil avec notre cerveau. Notre cerveau est une sorte de super transistor, de décodeur, on peut dire, qui va aller capter des informations qui se trouvent à l'extérieur, et il va les traduire, et ça va donner des intuitions. Alors, une des grandes théories, justement, autour de ces champs d'information collectifs, vous en avez peut-être comme ça entendu parler, c'est la théorie des champs morphiques ou morphogénétiques de Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake, c'est un grand biologiste qui a enseigné à Harvard, à Oxford. Et dans les années 80, il a émis une théorie qui a fait grand bruit et qui continue son chemin. Donc il a émis l'hypothèse qu'il y aurait autour de nous des champs d'information collectifs, et qui sont communs à un groupe d'humains, à un groupe d'animaux, et même à un groupe de végétaux, et même à un groupe de minéraux. Et donc par des mécanismes qu'aujourd'hui on n'explique pas, nous serions capables de nous connecter à ces champs d'information collectifs et pour aller puiser des informations de manière non conventionnelle, avoir des intuitions. Alors ça vous rappelle peut-être, pour ceux qui connaissent la théorie de l'inconscient collectif de Jung, effectivement il y a une parenté, on est dans ce niveau-là d'intuition. Et là, on arrive dans ce que j'appelle le cercle transcendantal, l'intuition philosophique et spirituelle. Alors là, c'est la vision qui nous vient des philosophes et puis des sagesses orientales, qui dit en quelque sorte que l'intuition, c'est ce qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous. Alors on peut l'appeler l'absolu, l'univers, Dieu si on est croyant. L'intuition nous transcende, elle nous amène au-delà. Alors on ne le sait pas toujours, et moi-même je l'ai découvert en travaillant sur l'intuition, mais l'intuition c'est une notion philosophique. Depuis Socrate jusqu'à Bergson, il n'y a quasiment pas un philosophe qui n'ait pas pensé, réfléchi, écrit et théorisé sur l'intuition. Pour Platon, l'intuition est la saisie immédiate de la réalité du monde par l'âme, indépendamment du corps. Pour lui, et d'ailleurs comme pour les autres philosophes, l'intuition c'est une faculté de l'esprit qui nous permet de rentrer en relation avec la vérité avec un grand V ou avec la connaissance avec un grand C. Victor Hugo a aussi écrit des choses magnifiques sur l'intuition, dans ses proses philosophiques notamment.
Et Victor Hugo, il dit, lui, le raisonnement vulgaire rampe sur les surfaces, l'intuition explore et scrute le dessous. Et effectivement, cette notion de l'intuition qui nous permet de capter la vérité, de capter l'information dans les profondeurs, on la retrouve dans l'étymologie du mot intuition. Il y a deux étymologies. La première étymologie, c'est le latin, intuere, intueri, qui veut dire regarder avec attention, admirer, contempler. Et puis la deuxième origine étymologique, c'est intuitio, qui veut dire capter le reflet à la surface d'un miroir. Et quand on croise ces deux sources étymologiques, on obtient véritablement cette capacité de l'intuition qui va aller chercher dans les profondeurs, et y compris le reflet. Alors si on regarde un petit peu du point de vue des sagesses orientales, on se rend compte que là, l'intuition est très très présente, aussi bien dans le confucianisme que dans le bouddhisme, que dans l'hindouisme. C'est vous savez, le bindi, c'est ce petit point rouge chez les hindous qui symbolise le troisième œil. C'est dans le yoga le centre de commandement qu'on appelle ajna, en fait, qui est le troisième œil, le centre de l'intuition. Et pour eux aussi, l'intuition, c'est ce qui nous permet d'atteindre l'univers ou de rentrer en relation avec une vérité supérieure. Dans le Vedanta, qui est une forme d'hindouisme ancien, la Buddhi, eh bien, c'est l'intelligence intuitive qui nous permet de relier le conscient au supraconscient. Alors maintenant qu'on est parti très loin, c'est vrai, avec l'intuition, on est parti dans des sphères transcendantales. Moi, je vous propose de revenir très près de l'intuition, dans le concret, parce qu'on l'a vu, l'intuition, elle aime bien faire des grands écarts. Donc, elle aime bien les choses très concrètes, aussi les choses très grandes et très spirituelles. Comment se manifeste notre intuition? Parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de regarder véritablement l'intuition. Quand on en parle, en général, c'est flou. Dominique Voynec, qui est ancien ministre de l'Environnement, femme politique, que j'ai eu la chance d'interviewer dans mon livre, elle a commencé l'interview en disant « Moi, je me rends compte que chacun met des choses très différentes derrière le mot intuition. » Et elle a raison. Déjà, il suffit de regarder le nombre de synonymes qui existent au mot intuition. Alors, il y a le sixième sens, les ondes, les vibrations, le pressentiment, la prémonition, le gut feeling pour les Anglais, ce feeling qui vient du ventre, des tripes, voilà. Il y a aussi l'intelligence du cœur. Au final, on pourrait vraiment parler d'intuition au pluriel plutôt que d'intuition au singulier. On peut distinguer plusieurs manifestations concrètes d'intuition. C'est vraiment intéressant, quand on veut se connecter à son intuition, de capter ça et de le repérer. Moi, j'ai identifié 5 grandes manifestations d'intuition. Bon, c'est une proposition que je fais. Après, l'intuition déteste les cases, donc on peut discuter de cette classification, mais en tout cas, elle a le mérite de proposer un cadre de référence. Alors, la première manifestation d'intuition, vous l'avez là, c'est ce que j'appelle l'intuition-impression. Alors, c'est l'intuition que vous connaissez probablement tous. On rencontre quelqu'un, puis on ne le sent pas. Ou alors, on va dans un lieu, on visite une maison, et là, il y a quelque chose qui... Donc, c'est flou, mais c'est très présent. La deuxième manifestation d'intuition, je l'appelle l'intuition-impulsion, ou l'intuition-action. Par exemple, vous êtes en train de marcher dans la rue, vous allez à une destination qui est connue, au supermarché, mettons. Puis tout d'un coup, sans raison, vous tournez à gauche ou à droite. Et puis dans cette rue, comme par hasard, vous allez rencontrer une personne importante qui va vous aider à résoudre un conflit, enfin un problème que vous avez. Ou alors vous rentrez dans une librairie et hop, vous tombez sur un livre que vous ouvrez, vous avez la réponse à une question que vous vous posiez. Ou alors, et ça m'est arrivé, j'étais un jour en train de lire, et puis tout d'un coup, sans raison, j'ai posé mon livre, et puis je suis allée dans une pièce où il y avait une grande armoire, puis j'ai ouvert le 3e tiroir en bas, je l'ai ouvert, j'ai soulevé une pile de vieux draps, et sous cette pile de vieux draps, j'ai trouvé un objet que je croyais avoir perdu, que j'ai cherché depuis des années. Alors cette intuition-là, elle est intéressante, parce qu'elle n'a pas le temps, enfin elles sont toutes intéressantes,
mais celle-là est intéressante parce qu'elle n'a pas le temps de transiter par notre cerveau pensant. Donc on n'a pas le temps de la censurer. On le fait. On est dans le faire. Et dans le faire, on est dans l'intuition, on est au cœur même de l'intuition. Alors la troisième manifestation d'intuition, c'est ce que j'appelle l'intuition message. Vous avez une pensée qui vous arrive dans la tête. C'est mon petit doigt m'a dit. Ou bien une image. Donc là, l'information, elle est très précise. Par exemple, vous êtes en train de conduire en voiture, en scooter, et puis tout d'un coup, sans aucune raison, vous vous dites, vous avez la pensée très claire, ah, il va falloir que j'appelle mon assurance. Quelques secondes plus tard, vous avez un accident, et vous vous retrouvez effectivement en train d'appeler votre assurance. La quatrième manifestation d'intuition, c'est ce que j'appelle l'intuition insight, ou illumination. Alors c'est vraiment la Rolls-Royce des intuitions. Quand on vit une intuition comme ça, on s'en rappelle, c'est lorsqu'une idée lumineuse vous traverse l'esprit, c'est une fulgurance. Il y a vraiment une sensation de lumière qui se fait dans la tête ou en dehors de la tête, et on est sûr d'avoir trouvé la bonne réponse. Alors cette intuition insight, on la retrouve dans le milieu scientifique. C'est même assez courant que des grands scientifiques aient des insights, des illuminations subites pour trouver une solution, enfin en tout cas faire aboutir leurs recherches. Alors vous connaissez tous l'Eureka d'Archimède. Il était dans sa baignoire, c'était au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et puis tout d'un coup, il comprend en un éclair, en une fraction de lumière, si on peut dire, il comprend le principe de la pensée qui porte son nom. Et puis il est sorti dans les rues tout nu, crier Eureka, qui veut dire j'ai trouvé en grec. Vous connaissez aussi Newton, l'histoire raconte qu'il était sous son pommier, en train de penser, et puis pomme lui est tombée sur la tête, et là, fraction de seconde, une lumière, il a compris le principe de la gravité. Alors moi je vais éclairer ces insights scientifiques par un exemple qu'on connaît beaucoup moins, mais qui est tout aussi passionnant. C'est le cas de Henri Poincaré. Henri Poincaré, c'était un grand savant universel, un des derniers grands savants universels du XXe siècle. Il était à la fois mathématicien, ingénieur, physicien et philosophe. Et Henri Poincaré, on lui doit d'ailleurs de grandes découvertes dans le calcul, dans l'optique et dans le calcul infinitésimal. Et Henri Poincaré, il était coutumier de ces éclairs de génie. Il en avait tellement, et l'intuition était si importante dans son travail, qu'il a consacré à l'intuition tout un chapitre dans son livre qui s'appelle L'invention mathématique, qui est paru en 1908. Et tout un chapitre ne parle que de ça. Et il fait référence aux mathématiciens. Alors d'un côté, les mathématiciens de génie, donc qui ont de l'intuition, et puis de l'autre, les bons mathématiciens, les bons élèves, on va dire. Et d'ailleurs, c'est à Poincaré qu'on doit cette belle phrase. C'est avec la logique que nous prouvons et avec l'intuition que nous trouvons. On va aborder une autre grande question vraiment importante. Est-ce qu'on peut avoir des fausses intuitions? Il y a parfois des manifestations qu'on appelle intuitions et qui n'en sont pas vraiment. C'est le philosophe Édouard Leroy qui disait « Toute vraie intuition est une intuition vraie. Le seul problème consiste à discerner dans quel cas on se trouve bien en face d'une intuition authentique et non d'un simulacre. » Alors, Édouard Leroy, lui, il parle de simulacre d'intuition. Moi, je parle d'intuition-illusion. Alors, quels sont ces pièges? Il y en a 4 principaux. Le premier de ces pièges, c'est l'interprétation. On a vu tout à l'heure, juste dans la question d'avant, que l'intuition pouvait se manifester par une impression. C'est quelque chose de flou, mais qui est très présent. Et comme la nature déteste le vide, nous détestons le vide, on va avoir envie de remplir ce vide et d'interpréter, d'expliquer l'intuition. Et quand on fait ça, on s'éloigne de notre intuition de départ, et puis on peut même carrément la déformer, et puis on peut arriver à quelque chose qui n'a rien à voir avec l'intuition de départ. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes en réunion du travail, ou par exemple vous faites passer un entretien d'embauche à un candidat, et puis vous ne le sentez pas. Vous ne le sentez pas. Et puis vous sortez, et puis vous dites « Ah, je ne le sens pas, il m'a menti. » Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce n'est pas ce que vous a dit votre intuition. Là, c'est votre
mental qui a rajouté « il m'a menti ». Et au passage, les signes de l'angoisse ressemblent très souvent à ceux du mensonge, au niveau du langage corporel. Le deuxième piège, c'est ce que j'appelle le piège de la rationalisation. Alors c'est très paradoxal, mais oui, parfois, nous appelons intuition ce qui est le résultat de notre pensée et de notre pensée déductive. Exemple, oh, j'ai remarqué que mon voisin sort les poubelles plus tôt en ce moment. Et puis j'ai aussi remarqué qu'il prenait son téléphone, et puis qu'il téléphonait beaucoup. Et puis sa femme, je la vois plus trop. Je sais pas, on dirait qu'elle n'est pas là. Ah ben, j'ai l'intuition qu'il y a de l'eau dans le gaz, dans ce couple. J'ai l'intuition qu'il trompe sa femme. Là, ce n'est pas de l'intuition au sens pur du terme, puisque l'intuition, elle surgit d'un coup. C'est le résultat d'une réflexion, et d'une cascade de réflexion et de déduction. Le troisième piège, qui est tout aussi important à repérer, c'est le piège de la manipulation. On a tous des croyances religieuses, liées à la politique, de tous ordres, et on a tous aussi des préjugés, qui sont liés à l'apparence physique, au sexe, à l'âge. Et justement, tous ces préjugés, ces croyances peuvent parfois nous mener par le bout du nez et nous faire croire que nous intuitons, alors qu'en réalité, nous sommes influencés. C'est par exemple le délit de sale gueule. Délit de sale gueule, c'est ça. Quelqu'un a une sale gueule, donc vous ne le sentez pas, donc vous avez une mauvaise intuition. Enfin, une sale gueule dans vos repères et dans vos critères personnels. Le dernier piège, alors là, celui-là, il est vraiment, vraiment important, parce qu'on est tous tentés de tomber dans ce piège-là. C'est le piège de la projection. Alors la projection, c'est un thème assez connu des psys, assez utilisé. Qu'est-ce que c'est ? La projection, c'est quand on va projeter sur l'autre, sur un événement, sur une situation, nos propres désirs, nos propres envies, nos propres fantasmes, nos propres angoisses, et puis on va appeler ça intuition. J'ai l'intuition, mon fils, que tu vas réussir ton examen. Bon, on peut, peut-être, mais on peut sûrement conjecturer que c'est une maman ou un papa très bienveillant qui a vraiment envie que son enfant réussisse son examen. Autre exemple, j'ai l'intuition que tu me trompes, chérie. Peut-être que c'est vrai, et peut-être pas. Peut-être que la personne a très très peur qu'on l'abandonne. Et elle projette son angoisse, sa peur, et elle appelle ça intuition. Alors c'est très bien, vous allez me dire, donc très bien, il y a des pièges d'intuition, mais comment on fait alors pour reconnaître une fausse d'une vraie intuition? Alors, il n'y a pas de recette magique, mais néanmoins, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut regarder, et cette fois-ci faire travailler sa raison pour ça. La première chose, c'est qu'on peut déjà regarder si l'intuition qu'on a rentre dans les pièges que je viens de citer. Est-ce qu'on manipule, est-ce qu'on est manipulé, ou influencé? Est-ce qu'on est en train de projeter? Est-ce qu'on est en train d'interpréter ou de rationaliser? Une fois qu'on a fait ça, on peut essayer de passer son intuition au crible des grandes caractéristiques d'une intuition vraie. Parce qu'une intuition authentique ou vraie, juste, elle a une certaine densité, je dirais. Et elle a des caractéristiques. Il y en a 3. La première caractéristique, c'est que l'intuition vraie, l'intuition authentique, elle va surgir d'un coup, de manière immédiate. Alors ça peut être en contexte, c'est-à-dire par exemple quand vous faites passer un entretien d'embauche, ou même vous en passez un, ou voilà, dans toute situation où vous êtes dans le contexte, ou un patient avec un thérapeute avec son patient, ou ça peut être hors contexte. Vous êtes en train de faire votre jogging au supermarché, et vous êtes complètement déconnecté de l'intuition que vous avez. La deuxième caractéristique, pour le micro, la deuxième caractéristique, c'est que l'intuition, elle est dénuée d'émotions négatives ou parasites. Quand on ressent une intuition, on ne ressent pas de colère, de haine, de peur, de critique, de jugement. Une intuition, elle peut parfois s'accompagner d'émotions un peu positives, comme je disais tout à l'heure pour l'insight, mais en général, l'intuition, elle s'accompagne d'une densité intérieure
émotionnelle. Je dis souvent que l'intuition, elle a la sérénité de la vérité. Et on ressent ça dans une intuition. Parce que on ressent comme ça cette énergie émotionnelle qui est centrée. Et puis, la troisième caractéristique de l'intuition authentique, c'est que si on la suit, eh bien, il nous arrive des bonnes choses, elle est positive pour nous. Je dis souvent que l'intuition, c'est vraiment une amie qui nous veut du bien. On va aborder bien déjà la dernière question. Comment développer son intuition? Travailler sur son intuition, vouloir l'affiner, la développer, être mieux en contact avec elle, c'est un travail qui prend du temps. Et qui dépend des personnes, qui dépend du potentiel de départ, qui dépend aussi de là où on a envie d'amener l'intuition, qu'est-ce qu'on veut en faire. Moi, j'ai consacré tout un livre à cette question de comment développer son intuition. Donc, pour ceux que vraiment ça intéresse, je vous invite à vous procurer mon livre. Mais ici, je vais donner 3 orientations qui me semblent vraiment importantes quand on veut justement développer ou être mieux en communication avec son intuition. La première de ces orientations, c'est de se libérer. Se libérer. Se libérer peut-être de ses conditionnements. Peut-être qu'enfant, on vous a appris, vos parents peut-être vous ont appris à ne pas écouter vos ressentis. Et ils ne vous ont pas fait confiance sur vos ressentis, sur vos émotions. Ils vous ont peut-être guidé sur une voie professionnelle qui n'était pas la vôtre. Ils vous ont peut-être montré que votre intuition, en fait, elle ne valait pas grand-chose. Se libérer des préjugés collectifs et des clichés. On en a vu au début de la conférence, des clichés d'intuition féminine, l'intuition selon laquelle ce serait réservé à des gens un petit peu fantasques ou imaginatifs. C'est vraiment important de se libérer. Et se libérer évidemment surtout de la peur. L'intuition fait peur. L'intuition fait peur et une des grandes peurs de l'intuition, c'est qu'on considère qu'elle est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle serait l'ennemi de notre raison. Alors sur ce cliché, parce que c'est encore un cliché qui empêche l'intuition de se développer, j'aime bien démonter ce cliché et pour ça j'utilise entre guillemets un philosophe, un seul et non des moindres, puisqu'il s'agit de René Descartes. Oui, c'est ça. René Descartes, on lui doit « je pense donc je suis ». C'est le pilier de la pensée moderne, rationnelle, cartésienne. Eh bien, figurez-vous que René Descartes, comme d'ailleurs d'autres philosophes, eh bien lui aussi, il tenait l'intuition en haute estime. Et dans un de ses livres qui s'appelle « Règles pour la direction de l'esprit », eh bien, la 11e règle nous dit que pour arriver à la vérité, il faut à la fois la raison et la déduction et l'intuition. Donc, il faut vraiment sauter de l'esprit que notre intuition est notre ennemie. C'est une amie qui nous veut du bien. Et il faut vraiment considérer qu'au contraire, l'intuition est le principal allié de la raison. Et l'idée étant d'utiliser les deux ensemble et de faire confiance aux deux. Alors, comment on fait pour se libérer? Eh bien, on ouvre son esprit et on arrête de vouloir toujours tout rationaliser en permanence, tout expliquer, tout faire rentrer dans des cases. De fait, il y a des intuitions qu'on explique aujourd'hui, à l'heure actuelle de nos connaissances scientifiques, et puis il y a des intuitions qu'on n'explique pas. Alors, quelles sont ces intuitions qu'on explique? Eh bien, il y a toutes les intuitions qui sont liées au langage corporel. Le langage corporel, vous savez, c'est tous ces signes, postures, gestes, micro-expressions qu'on va émettre quand on est en interaction avec quelqu'un. Eh bien, figurez-vous que ce langage corporel, eh bien, il véhicule jusqu'à 80% des informations. Quand on est avec quelqu'un, 80% des informations viennent uniquement de son corps. Et nous sommes tous capables de comprendre ce langage corporel. C'est l'anthropologue français Édouard Sapir qui disait que le langage corporel, c'est un langage connu de tous, écrit nulle part, mais entendu et connu de tous. Tout ça pour dire que c'est un langage dont nous avons tous la capacité intuitive de décrypter.
on explique aussi ce qu'on appelle les intuitions d'experts. C'est un petit peu l'intuition dans le cadre de l'entreprise dont je vous parlais au début de cette conférence. Herbert Simon, cet économiste américain, on lui doit cette notion d'intuition d'expert. Qu'est-ce que c'est? Quand vous connaissez bien un domaine, vous êtes expert, donc vous avez amassé un certain nombre de connaissances, d'expériences, et puis à un moment donné, vous allez avoir une intuition parce qu'elle est liée à votre connaissance, à votre expertise. Et puis il y a les intuitions qu'on n'explique pas, enfin pas encore, qu'on expliquera peut-être un jour, peut-être pas. Les pressentiments. Quand on arrive, juste avant qu'un événement se produise, on le sait, on a l'information. D'ailleurs, le pressentiment, c'est intéressant parce que, certes, on ne l'explique pas, mais on l'a démontré de point de vue scientifique. Il y a de nombreuses études qui sont menées depuis des années, avec des expériences tout à fait intéressantes qui sont menées avec des personnes à qui on projette un certain nombre d'images. Et on arrive véritablement à mesurer le pressentiment dans le corps. C'est-à-dire que notre corps sait en avance quand un événement va se produire, et ce, en dehors de tout élément extérieur. Il y a aussi, dans les intuitions qu'on n'explique pas, dans les phénomènes intuitifs qu'on n'explique pas, il y a les synchronicités. Alors je pense que, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes peut-être familiers de ce terme. Alors pour ceux qui ne le sont pas, les synchronicités, ce sont ces heureuses coïncidences qui nous arrivent dans l'existence et qui font sens, qui résonnent en nous. On doit à Jung d'avoir théorisé, d'ailleurs inventé ce terme de synchronicité. Alors, les synchronicités, en soi, elles ne sont pas une intuition, mais elles maraudent du côté de l'intuition. Moi, je dis que les synchronicités relèvent du langage intuitif. Plus on va observer des synchronicités dans sa vie, plus on va développer son intuition. Alors là aussi, les synchronicités, ça ne s'explique pas. Jung lui-même avait à un moment donné voulu expliquer ça, et il avait travaillé avec un physicien quantique très célèbre qui s'appelle Wolfgang Pauli. Ensemble, ils avaient travaillé un moment pour essayer d'expliquer. Et ils n'y sont pas parvenus. Mais effectivement, il y a quelque chose d'assez impressionnant dans les synchronicités, parce que c'est comme si tout d'un coup, le monde extérieur pouvait répondre à notre besoin intérieur, inconscient. Donc vous voyez qu'il y a des intuitions qu'on explique, et puis il y a des intuitions qu'on n'explique pas. Donc l'idée, c'est d'arrêter de vouloir à tout prix les expliquer, parce que quand on veut à tout prix expliquer les intuitions, eh ben on va tuer notre fibre intuitive dans l'œuf, on va l'empêcher de se développer. L'idée, c'est effectivement d'accueillir ces intuitions avec bienveillance et sans les juger, et sans les faire rentrer dans une case. Et puis pour se libérer, on apprend à faire confiance à son intuition, on lui accorde le bénéfice du doute. Je le répète, mais l'intuition, c'est une amie qui nous veut vraiment du bien. Donc, on essaye, même si parfois ça peut faire peur, on se dit, je ne sais pas, il faut essayer, il faut faire confiance à son intuition. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'on retrouve, que moi, dans les personnalités que j'ai pu interviewer dans mon livre, ils m'ont tous dit ça, cette notion de confiance. La deuxième orientation que je donne pour développer son intuition, c'est faire ce que j'appelle de l'archéologie intuitive, personnelle. C'est se reconnecter à ses intuitions passées. On a tous vécu beaucoup d'expériences d'intuition, mais parfois, on ne s'en souvient pas. Alors pour diverses raisons. Peut-être parce que justement on ne les expliquait pas, alors elles nous gênaient un peu, donc on les a passées sous silence. Ou alors, on n'a pas suivi cette intuition, et puis ça ne s'est pas très bien passé. Alors là aussi, on la met de côté. Mais pourtant, on a tous vécu des intuitions. Et c'est vraiment intéressant quand on veut affiner son intuition, de se souvenir de ses intuitions. Alors on peut se munir d'un carnet, d'un petit livre d'intuition, et puis au fur et à mesure, les intuitions vont ressurgir, en général ça ressurgit par paquet, et bien on les note. On peut les noter, les écrire, on peut même utiliser le présent parce que ça les rend plus vivantes. On essaie vraiment de se souvenir quel était le contexte, est-ce qu'on a suivi ou pas, qu'est-ce qui s'est passé. Et ce faisant, vous allez sûrement découvrir que vous avez plus d'intuition que ce que vous croyez. Et toutes ces intuitions qui vont ressurgir, elles vont former un socle sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour encore plus développer
développer ses capacités. Et puis la dernière orientation que je donnerais pour développer son intuition, c'est d'investir son intériorité. Je vous ai dit au début de la conférence que l'intuition avait à voir avec notre espace intérieur. L'intuition passe par notre espace intérieur. Et de fait, dans cette société, l'intériorité n'est pas vraiment ce qui est le plus valorisé. On est dans une société où on nous incite à acheter, à nous remplir de biens, de nourriture, d'informations sans arrêt. Et l'intériorité, elle est plutôt vue comme une faiblesse. Évidemment, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, puisque notre intériorité, c'est un espace extrêmement précieux. Et c'est un espace précieux pour se connecter à son intuition. Alors, pour développer cet espace d'intériorité, on peut faire un certain nombre de choses. Mais ce qui est vraiment intéressant et facile et à la portée de tous, et que vous pourrez mettre en pratique en sortant de cette conférence, c'est de se connecter de travailler sur ses sens. C'est ça le sens. Ces sens à la fois intériorisés, manifestés intérieurement, mais aussi ces sens extérieurs, c'est-à-dire ceux qui nous permettent de capter le monde extérieur. De la même manière, on peut essayer d'attraper les images qui nous traversent. On n'est pas habitué à faire ça, mais il y a des images qui nous traversent. Essayez de faire attention demain, vous verrez. Et là, on peut faire comme au cinéma, on fait un arrêt sur image. Et on peut avoir des informations vraiment intéressantes. Ça m'arrive fréquemment. On peut aussi se mettre à l'écoute de ses ressentis corporels. Alors aujourd'hui, dans notre société, notre corps, on se souvient de lui quand il nous fait mal. Puis en général, après, on ne s'en occupe pas trop. Et c'est vraiment intéressant d'essayer de se connecter à son corps et de se mettre à l'écoute de ses ressentis. Dans certaines situations, qu'est-ce qu'on ressent, où, comment. C'est vraiment un moyen intéressant justement d'investir son intériorité. Travailler sur ses sens aussi, travailler sur ses sens extérieurs. Et là, le quotidien nous offre un fabuleux champ d'expériences pour développer nos sens extérieurs. Donc, par exemple, la prochaine fois que vous irez vous balader en forêt, dans la nature, et au passage, la nature fait beaucoup de bien à l'intuition, vous pourrez essayer de véritablement faire attention aux sons, à toutes les couches de sons, les sons qui sont loin, les sons plus proches, les différents chants d'oiseaux, les bruits peut-être des feuilles sous vos pas, tous les sons que vous pourrez attraper. Essayez vraiment de vous mettre dans ces sons. Et puis de la même manière, vous pourrez essayer de sentir. Dans une forêt, il y a beaucoup d'odeurs et il se passe beaucoup de choses. De la même manière, quand vous allez prendre votre douche, vous pourrez faire attention à l'eau sur votre peau. Quand vous allez sortir, faire attention au soleil. Alors tout ça, ça vous paraît peut-être un peu comme ça, un peu léger, mais pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, faire attention à ses sens intérieurs et extérieurs, c'est rentrer dans ce qu'on appelle la pleine conscience. Ou mindfulness, vous en avez peut-être entendu parler, pour la méditation. Et l'idée, en étant connecté à ses sens, eh bien, on est dans l'instant présent. Alors je terminerai par un conseil pratique, concret, quelque chose que moi je pratique et qui m'apporte beaucoup, qui me permet de capter des intuitions, et je connais aussi de nombreuses personnes qui le font. Eh bien cet exercice, ça va consister à capter ce que j'appelle les intuitions du saut du lit. Le compositeur Bach, un jour, on lui a demandé comment vous faites pour trouver toutes ces idées de mélodie. Eh bien Bach, il aurait répondu: l'affaire n'est pas de les trouver, mais de ne pas les piétiner le matin en sautant du lit. Et c'est vrai. Alors qu'est-ce qui se passe quand on se réveille le matin ? Il se passe quelque chose d'important. On est dans une phase de sommeil particulier. Notre cerveau émet des ondes lentes, alpha et bêta, qui sont les mêmes qu'on retrouve dans les états de méditation et de sophrologie et d'hypnose. Et dans cet état-là, nous sommes à la fois complètement coupés des interférences du monde extérieur, coupés des problèmes, des émotions parasitantes, et nous sommes en lien direct avec notre inconscient. Et si on fait attention, si on s'entraîne un peu, on peut arriver à capter des pensées qui nous viennent, des pensées intuitives, des intuitions. Alors parfois, ça peut être des choses
très pragmatique. Hein. Ah, j'ai oublié de payer cette facture, j'ai oublié d'envoyer un mail, ou il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Et puis parfois, on a des informations beaucoup plus pertinentes. Tout d'un coup, on a la lumière qui jaillit, on a trouvé la solution, on a trouvé voilà, l'idée qui nous manquait pour résoudre un problème. Alors, concrètement, comment on fait? Ben, c'est pas compliqué, enfin, il faut essayer. Il y a beaucoup, l'expérience est très importante dans l'intuition, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. On peut vraiment se baser sur son expérience. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que il me semble que tout à l'heure, j'ai oublié une manifestation d'intuition. La télépathie. Ah, c'est intéressant que je l'ai oublié. Pourquoi? Alors, je reviens en arrière et puis je reprendrai. C'est intéressant que j'ai oublié la télépathie. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, alors, la télépathie, c'est vraiment un sujet tabou. Ah, c'est un sujet tabou, c'est la télépathie. Donc, quand on en parle... Comment? Pas au jardin. Pas au jardin d'idées. Mais il y a des gens peut-être qui ne viennent pas du jardin d'idées ce soir. On va dire que dans le grand public, les notions de transmission de pensée, de communication d'inconscient à inconscient, c'est encore un peu difficile, hein, on a encore un petit peu peur. Alors, pourtant, c'est une manifestation d'intuition. Et justement, là, l'expérience est intéressante parce que nous tous, dans notre vie, on a, à un moment donné, on a expérimenté une intuition de ce type. Moi, ça m'arrive aussi fréquemment. Vous êtes en train de penser à un ami que vous n'avez pas vu depuis 30 ans, et puis d'un coup, vous ouvrez votre boîte mail de cet ami. Vous êtes en train de discuter avec un ami, et puis tout d'un coup, comme ça, sans raison, vous lui posez une question, ou vous vous dites quelque chose qui n'a strictement aucun rapport avec la conversation en cours, et il vous regarde avec des yeux comme ça, en vous disant, mais c'est exactement ce que j'étais en train de penser. Alors, pour les parapsychologues, l'intuition, la télépathie, c'est pas du tout de la science-fiction. Ils ont mené tout un tas de séries d'études très sérieuses et ils ont montré qu'en dehors de toute probabilité statistique, enfin au-delà de toute probabilité statistique, eh bien, les phénomènes de télépathie existaient. Et d'ailleurs, les musiciens apparemment sont particulièrement doués pour ces transmissions de pensée. Et on remarque en général que les phénomènes de télépathie se produisent entre des gens qui se connaissent bien, hein, donc des enfants et des parents, le thérapeute et son patient, des gens qui travaillent ensemble, des amis, évidemment dans le couple. J'ai une petite anecdote à vous raconter personnelle, hein, d'ailleurs sur la télépathie, qui a un lien direct avec le livre. Donc j'étais à un cours de yoga, et puis c'était le début du cours de yoga qui commence toujours par une séance de relaxation. Et puis moi j'étais allongée, le professeur parlait, mais j'étais pas du tout relaxée, parce que justement j'étais en train de réfléchir à l'intuition dans les sagesses orientales, et je savais plus trop si finalement l'intuition était au niveau, dans le yoga, au niveau du chakra ici, ou bien le cœur, enfin je me faisais tout un méli-mélo et j'arrivais pas du tout à me détendre. Et puis à un moment donné, le professeur de yoga, il s'est arrêté net. Et puis elle a dit, comme chacun de vous le sait, l'intuition se trouve au niveau du chakra ajna, c'est ce qui nous permet d'avoir des connaissances, la vérité, etc. Puis elle s'arrête, puis elle dit, mais je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, moi. Alors moi j'ai rigolé. Intérieurement, parce que moi j'avais une petite idée de pourquoi elle avait dit ça. Et puis je l'ai remerciée intérieurement, parce que grâce à ça, j'ai pu me détendre, donc j'avais ma réponse. Et puis j'ai pu poursuivre le cours de yoga. Et là, c'est intéressant dans cet exemple, dans cette histoire que je partage avec vous, de voir que là, je ne suis pas dans la pensée magique. Hein, il y a véritablement, il y avait quelque chose qui était dans ma tête, hein, qui me pensait, qui tournait, et puis quelqu'un à l'extérieur qui a répondu à ma demande. Et là aussi, d'un point de vue statistique, je crois qu'on peut écarter cette hypothèse. Voilà, il y a vraiment eu une communication qui s'est passée. Voilà, donc j'ai rattrapé la télépathie, c'est intéressant et important. Et j'espère que ça va aussi vous aider quand vous aurez peut-être des manifestations de cet ordre-là, à ne pas les rejeter et à les accepter tout simplement comme ils viennent, sans les juger. On dit, bah voilà, oui, c'est arrivé et c'est bien, c'est mon intuition qui se manifeste. Donc j'en étais aux intuitions du saut du lit. Eh bien, le soir en s'endormant, on se programme, on se dit, je vais essayer de me souvenir de mes intuitions du matin. Et puis quand le matin on se réveille, on va essayer de faire attention aux différentes manifestations corporelles, hein, qu'on vit. Parce que le matin quand on se réveille, notre corps aussi il se réveille et il vit certaines manifestations.
Alors ça dépend des gens, mais il peut y avoir des fourmillements, une sensation de pesanteur, de légèreté, des vibrations aussi, on peut ressentir tout ça dans le corps. Une fois qu'on a capté ces manifestations, dans un coin de notre cerveau, on reste endormi, surtout il faut rester endormi, mais on sait qu'on est à demi éveillé, à demi endormi, et que peut-être on va réussir à attraper une intuition intéressante. Voilà, je vous invite à essayer chez vous. Alors voilà, ma présentation, ma conférence est terminée. Mais évidemment, maintenant, c'est un moment d'échange entre nous. Vous avez peut-être des questions à poser, peut-être vous avez envie de partager une expérience ou une histoire. Donc je vais boire un petit peu d'eau. Je vous laisse réfléchir. Et puis le micro, il y a un micro qui va circuler, je pense, pour donner la parole à ceux qui voudront parler. Qu'est-ce que tu penses du coup de foudre, sachant que c'est souvent désastreux? Alors, que ce soit désastreux, c'est une autre histoire. C'est souvent désastreux, pas toujours. Que ce soit souvent désastreux, c'est une autre histoire. Mais dans le coup de foudre, il y a quelque chose qui doit se faire. Ça doit exister. Donc que ce soit désastreux ou pas, dans tous les cas, ça a du sens. Tu veux dire que c'est une intuition Oui, alors effectivement, la question... Oui, on peut classer le coup de foudre dans les manifestations intuitives. C'est une manifestation d'intuition dans le sens opposé, parce que c'est vrai souvent que l'intuition, on l'associe à quelque chose de dangereux, un danger. Et là, non, là c'est l'inverse. Et c'était, malheureusement son nom m'échappe, il y a un chercheur qui a beaucoup étudié l'intuition et qui prenait l'exemple du coup de foudre pour dire que justement, on n'a pas le temps, quand on veut prendre une décision, de faire colonne A, les avantages, colonne B, les inconvénients. Et ensuite, je choisis. C'est pareil pour une personne. On ne va pas faire colonne A, alors j'aime beaucoup ces qualités-là, et puis colonne B, non, mais il ou elle a aussi ses défauts. Et puis après, je vais prendre le temps de réfléchir, et je vais prendre le temps de réfléchir pour tomber amoureux ou amoureuse, non. Donc effectivement, le coup de foudre, c'est intéressant parce qu'on ne l'associe pas à un phénomène intuitif, c'est vrai. Et pourtant, c'est un phénomène qui passe par notre inconscient, enfin après... Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, je connais des gens qui ont des coups de foudre à répétition. Alors là, Bruno, cela relève de ta compétence, puisque Bruno est psychanalyste. Voilà, mais c'est pour ça que je dis que là, on voit la personne... Oui, tu veux dire la fausse et la vraie? Une intuition incroyable, c'est génial et tout, puis il répète l'histoire en 3 mois. Oui, mais l'intuition en elle-même, elle est vraie dans le sens où il y a du sens probablement dans le fait que cette personne ait des coups de foudre à répétition. C'était juste pour tomber. Mais c'est très bien. Une fois, je devais aller quelque part, et dans une ville, et je ne savais pas où était la rue, ou comment je devais me conduire. Et puis j'ai dit, bon, ben, laisse tomber, ça doit être par là, etc. Et j'ai tourné exactement où il fallait à plusieurs reprises, sans le savoir. Oui. Est-ce que c'est de l'intuition, ça? Oui, c'est... Voilà. Pour moi, ça rentre tout à fait dans le cadre de l'intuition, de ce que j'appelle intuition, impulsion, intuition, action. En fait, j'ai laissé faire. Voilà. Et il y a souvent, beaucoup dans l'intuition, une idée de laisser faire. C'est pour ça que cette intuition-là, impulsion, action, on ne l'associe pas forcément à l'intuition, mais moi je l'ai classée en deuxième, dans mon petit tableau d'intuition, parce que je trouve qu'elle est vraiment intéressante, parce que justement on n'a pas le temps de réfléchir et on n'a pas le temps de censurer. On est comme un petit peu en mode automatique. Est-ce que vous savez s'il y a des cultures plus propices que d'autres à ces conduites intuitives? Je voudrais dire par là que chez nous, il est bien connu que nous sommes très rationnels et que nous flattons l'éducation intellectuelle. Dans des pays dans des cultures où on pratique davantage la méditation, le regard intérieur, est-ce qu'on peut voir dans ces pays-là, si vous le savez, davantage d'intuition officielle? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans ces cultures-là, notamment en Orient, l'intuition, c'est pas comme chez nous tabou. On n'en a pas peur. Ça fait partie du quotidien des gens. Par exemple, les Orientaux, ils ont une manière d'aborder le hasard qui est très différente de la nôtre. Nous, on pense que le hasard, qui est en lien avec les synchronicités, c'est juste un truc comme ça qui arrive de nulle part. Alors qu'en fait, pour eux, le hasard a du sens. Ça a du sens. Hein? Pas de hasard. Oui, il n'y a pas de hasard au sens auquel nous l'entendons.
Alors oui, dans ces cultures-là, il y a une ouverture, il y a une philosophie qui est différente. Ce sont quand même globalement des peuples qui sont plus spirituels que nous, hein, qui ont des valeurs de l'ordre du spirituel qui sont bien plus développées. Effectivement, nous sommes vraiment dans le matérialisme et c'est dur pour nous d'aller, de lâcher prise. Donc oui. Est-ce que la méditation, la sophrologie, oui, toutes ces disciplines qui se bien développent sûr. maintenant chez nous, oui, ne vont pas contribuer à faire renaître cette capacité? Si, alors justement à la fin, quand je disais comment développer son intuition, j'ai évoqué rapidement la méditation. Évidemment, la méditation, ça a pour but pas de vider l'esprit, mais d'arriver à dompter ses pensées, hein, d'arriver à les canaliser. Et en faisant ça, en quelque sorte, on nettoie son esprit. Hein, on fait le vide, hein, on crée un espace intérieur, un espace dans lequel c'est plus le petit vélo comme ça. Et donc forcément que l'intuition va s'ouvrir. On va s'ouvrir à l'expérience de l'instant présent, on va s'ouvrir à la possibilité de ne plus sans cesse être en train de penser. Je ne sais pas si ici il y a des gens qui méditent ou qui ont déjà essayé. Moi-même, je pratique la méditation à ma manière. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, je vous invite demain à vous asseoir en tailleur, à fermer les yeux, à mettre les mains comme ça sur vos genoux, et puis à fermer les yeux. Et vous verrez ce qui va se passer. Et probablement, vous allez vous rendre compte que c'est dans votre tête, ça bouge. C'est un marasme. Et qu'il y a du boulot. Et qu'il y a du boulot pour arriver à ne pas fermer les yeux et avoir l'impression qu'on va être complètement débordé par nos pensées. Donc oui, bien sûr, la méditation, c'est un des moyens d'inviter en soi un certain vide, un certain calme. Et aussi, je déborde sur votre question parce que, évidemment, le temps est compté. Donc, encore une fois, dans mon livre, j'explique plus de voies pour développer son intuition. Mais il y a quelque chose de très important, c'est le travail sur soi, notamment pour éviter le piège des projections. Le travail sur soi, c'est vraiment un préalable quand on veut développer son intuition. C'est-à-dire apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses névroses, ses angoisses. C'est Jung qui disait que pour atteindre sa lumière, il fallait plonger dans son ombre. Et que ce n'est pas quelque chose de populaire et qui fait très envie, mais néanmoins, c'est un passage obligé. Et j'en profite pour parler d'une personne que j'ai interviewée dans mon livre. Pour moi, c'est, en tout cas à titre personnel, l'interview qui m'a le plus bouleversée. C'est le témoignage d'une juge d'instruction, de l'ancienne juge d'instruction de Marseille, qui est aujourd'hui vice-présidente du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence. Et donc pendant, je crois, plus de 15 ans, elle a été juge d'instruction. Et elle raconte dans cette interview comment l'intuition, elle l'utilise dans son métier. Et puis attention, elle me raconte qu'elle voyait beaucoup de cas assez difficiles d'agression sexuelle avec des enfants, et où c'était vraiment, il n'y avait pas de preuves, il n'y avait matériellement pas de preuves, et juste des gens qui venaient témoigner. Et donc l'intuition, c'était pour elle, là aussi, son principal outil. Et puis avec la pression de ne pas se tromper, parce qu'elle pouvait briser des vies en se trompant. Et donc elle me disait, justement, Stélina Peresi, je rebondis, qui pratique la méditation, elle me disait qu'à son sens, tout juge d'instruction devrait avoir fait un travail personnel avec un thérapeute, et que pour elle en tout cas, qui faisait ça et qui pratiquait la méditation, c'était vraiment un préalable et un préambule très important. Parce que l'intuition, elle peut nous amener, comme on l'a vu, vers des pièges, vers des illusions. Et si on ne se connaît pas bien, on peut plaquer intuition sur à peu près n'importe quoi. Et on peut faire beaucoup de mal aussi aux autres. Personnellement, quand je suis fatiguée, oui, j'ai plus de mal à voir clair. Et souvent, c'est lié un petit peu à un problème de rein ou de rate, faible. Hein, c'est comme ça que c'est interprété dans la médecine chinoise. Et donc je me disais, mais si on arrivait à savoir quel organe on peut travailler pour mieux entendre et suivre son intuition, ben, ce serait intéressant. L'organe qui me fait le plus penser à l'intuition, c'est pas le cerveau, mais c'est le cœur. J'ai gagné. Oui, parce que sur mon blog Histoire d'intuition, j'ai publié un article sur l'intelligence du cœur. Pardon, on m'entend bien? J'ai l'impression de ma voix. Okay.
Oui, l'intelligence du cœur, évidemment, est intimement liée à l'intuition. D'ailleurs, c'est pour ça que tout à l'heure, dans ma petite histoire du yoga, je me demandais si l'intuition n'était pas dans le chakra du cœur. Et on peut dire en partie, oui. Le cœur, c'est vraiment la porte d'ouverture. Hein. C'est le centre. D'abord, c'est le centre énergétique de notre corps. Et c'est vraiment là par où on va percevoir, recevoir, émettre. Donc, je dirais que pour moi, l'organe le plus important, c'est le cœur. C'est un de nos cerveaux. Hein. Vous savez qu'on a 3 cerveaux. Maintenant, on le sait, c'est super. Avant, on n'en avait qu'un. Enfin, 3 dans un. Et puis, après, on nous a dit qu'on avait aussi des neurones dans le cœur. Hein. Le cœur est intelligent. Il a des neurones, il en a beaucoup. Et puis il y a le ventre aussi. Et c'est intéressant effectivement de voir aussi que dans l'intuition, il y a ce terme de gut feeling qui vient des tripes. Donc peut-être on peut rajouter aussi dans la liste des organes d'intuition le cerveau, le cœur, les tripes. Et finalement, ça fait un triptyque assez intéressant à travailler. J'ai trouvé particulièrement intéressant ce que vous avez dit sur l'intuition comme ça qui surgit. Oui. Personnellement, il m'arrive dans des moments où je suis encombrée par des contraintes extérieures à moi, de ne pas arriver justement à faire confiance à ces images, à ces sentiments intuitifs que j'ai et qui seraient bonnes pour moi. Comme si, au fond, je n'arrivais pas à les inscrire en moi pour les faire exister. Et je trouve que le rythme dans lequel nous vivons et dans lequel je vis dans certaines périodes m'empêche de prendre le temps de la réflexion, mais d'une réflexion dont vous parliez comme l'insight, c'est-à-dire de faire cheminer au fond à l'intérieur de moi cette intuition qui a surgi en moi pour la rendre plus solide, pour la rendre plus forte et pour lui faire confiance et au fond la faire exister. Oui. Et du coup, par exemple, en ce moment où je vis des choses difficiles dans ma famille, un deuil, des attaques sur ma personne, et voilà, je me fais de la bile. Oui. Ah, peut-être un organe supplémentaire à ajouter à l'inventaire. Voilà, c'est-à-dire du souci, de la bile, bon, voilà. Et j'aimerais pouvoir, il y a quelque chose, et mettre à l'extérieur. Oui, c'est vrai que c'est parfois difficile vraiment de faire confiance en son intuition. Mais je crois que la réponse, c'est l'expérience. C'est-à-dire qu'il faut donner la possibilité à votre ou vos intuitions d'exister. Et puis si vous vous trompez, c'est pas grave. Vous apprendrez quelque chose de ça. Parce que si je vous ai peut-être donné l'impression tout à l'heure de dire c'est trop facile de savoir quand on a une vraie intuition. Non, évidemment, c'est compliqué. C'est pas facile de savoir si c'est juste ou pas, si c'est vrai. C'est-à-dire d'aller aussi vers du nouveau. Oui, c'est ça. De lâcher des choses. Il y a l'intuition nous demande d'accepter l'inconnu, d'accepter la vie avec un grand V, d'accepter le chaos aussi, l'intuition a à voir avec ça. Ce qui n'est pas achevé, ce qui n'est pas fini, ce qui n'est pas expliqué. Il y a vraiment une histoire d'abandon dans l'intuition. S'abandonner. S'abandonner il y a une romancière canadienne qui dit l'intuition, c'est se jeter dans les bras de notre destinée, en quelque sorte, c'est ça. Il y a vraiment cette dimension d'abandon et d'acceptation. Et arrêter de vouloir trop raisonner, trop encadrer. C'est pour ça qu'on appelle l'intuition féminine, c'est parce que c'est plus interne. Oui. Oui, alors sur l'intuition féminine, on est d'accord. Mais moi, je milite pour l'intuition masculine. Je connais beaucoup d'hommes très intuitifs et je milite pour cette égalité-là. Parce que la féminité n'est pas seulement Oui. réservée aux femmes. Oui, tout à fait. Merci. Oui, la féminité n'est pas seulement réservée aux femmes, en effet. Donc aux hommes à développer cette part intuitive féminine en eux et à nous de
développer notre part masculine. D'accord. L'intuition, comme vous l'avez démontré, elle s'impose à nous, mais de façon où on ne peut pas faire autrement que de la ressentir vraiment dans tout son corps. Tandis que la fausse intuition, c'est le mental qui est actif. J'ai eu une expérience l'année dernière où toutes mes antennes me disaient non, non, surtout fais pas ça, mais non. Et puis en fait, j'ai pas voulu écouter pour des tas de raisons. Et effectivement, j'ai compris après vraiment ce que c'était. Mais c'était très très fort, hein, les messages que j'avais. Je n'ai pas pu les écouter. En même temps, peut-être qu'il fallait que je passe par là. Mais en tous les cas, la véritable intuition, elle se situe, on ne peut même pas la Elle définir. surgit de manière immédiate. Elle vous prend au dépourvu. Et l'autre, sur l'épaule. c'est le mental. C'est le mental. Effectivement, c'est un moyen de reconnaître une intuition vraie, c'est quand elle s'impose à vous. Et puis au final, si on continue à ne pas l'écouter, on va peut-être tomber malade ou avoir des manifestations d'angoisse, on va somatiser. Donc l'intuition, elle peut se manifester dans un rêve aussi. C'est vrai que je n'ai pas le temps de parler des rêves, mais là aussi, il y a tout un continent à explorer en rapport avec notre inconscient, avec l'intuition. J'aurais une petite question par rapport aux outils comme le tarot, le I Ching, pour travailler sur son intuition. Les outils comme, j'ai pas compris le ça. tarot, par exemple. Le tarot, oui. Ou d'autres. Oui. Et justement, quand on veut développer son intuition, se connecter à son intuition, c'est vraiment intéressant d'aller travailler sur les symboles. Les symboles, c'est un langage intuitif. Ça nous permet d'exprimer quelque chose sans passer justement par sans que ça soit carré, sans que ça soit direct. Donc le tarot, c'est un outil de langage symbolique. Donc, en ce sens, après, qu'on lui attribue ou pas des valeurs de prédiction de l'avenir, puisqu'il y a différentes écoles de tarot, il y a des tarots qui sont plus psychologiques et qui ne prétendent pas à dire l'avenir. Et on retrouve même, il y a un formateur en entreprise qui s'appelle Michel Giffrard et qui a aussi écrit un livre très intéressant sur l'intuition. Et lui, il coach des dirigeants d'entreprise et des équipes et il utilise le tarot. Il utilise le tarot dans ses coachings comme un outil de l'inconscient et d'expression d'intuition à travers les symboles. Les voyances, c'est pas des super Alors oui, la voyance, on est dans le cadre de ce deuxième cercle, voire troisième, de l'intuition irrationnelle, de ces champs d'information collectifs. Peut-être que les voyants et les voyantes arrivent à capter, grâce à leur cerveau, ou à autre chose d'ailleurs, ils arrivent à capter ces informations. Donc oui, à condition que ces informations soient réellement authentiques, bien sûr que ça fait partie de l'intuition. Mais on est tous un petit peu voyants, potentiellement. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai cru comprendre que vous aviez dit tout à l'heure qu'on savait que l'intuition était quelque part dans le cerveau, mais j'ai pas compris comment on savait que l'intuition était dans le cerveau. Alors, enfin, vous avez bien expliqué qu'elle était peut-être dans plusieurs parties du cerveau, ça j'ai entendu. Oui, en fait qu'on intuite, non pas avec une seule partie du cerveau, mais avec tout notre cerveau. Pourquoi les phénomènes intuitifs, les intuitions sont directement liées aux émotions. Tous les phénomènes émotionnels, ils se trouvent dans le cerveau, ils transitent par notre cerveau du milieu, le cerveau limbique. Et puis le cerveau reptilien, qui lui va par exemple fonctionner, qui est en rapport avec l'odorat. Là, je n'ai pas parlé de l'odorat, mais dans l'intuition, le flair, avoir du flair, oui, c'est un sujet très vaste, alors c'est difficile en une heure de pouvoir tout balayer. J'ai essayé de le faire dans mon livre, mais là, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, donc l'odorat qui est en lien avec le petit cerveau, là, le reptilien, aujourd'hui, on sait que, là aussi, on ne sait pas tellement comment, mais il semblerait qu'il y ait des informations qui passent par notre odorat. Alors, pas notre odorat tel qu'on le sent aujourd'hui avec les odeurs qu'on sent, mais que ces odeurs passent de manière subliminale, par exemple, sous forme de phéromones. Alors, les phéromones, on les connaît chez les animaux. Oui, mais il semblerait que nous aussi, les humains, on ait des phéromones. Vous avez certainement entendu parler de ces femmes qui travaillent ensemble dans un bureau. Et bien, au bout d'un moment, sans qu'elles sachent, au moment où elles ont leurs règles, elles se synchronisent. Et on pense, parmi les hypothèses, qu'il y aurait des messages phéromonaux qui, évidemment, ne sont pas sentis strictement, mais qui sont perçus à un autre niveau. Et on peut considérer que ça fait partie
de l'intuition, si on entend l'intuition comme la capacité de capter une information sans passer par la raison. Pour les neuroscientifiques, notre intuition serait dans un ou plusieurs endroits de notre cerveau, comme la mémoire, hein, d'ailleurs aujourd'hui. La mémoire, on n'a pas encore identifié de manière claire où c'est. Et en tout cas, pour eux, ce qui est intéressant aussi de retenir pour ouvrir la chose, c'est que pour eux, imaginer que l'intuition pourrait être en dehors du cerveau, c'est une pure hérésie. Voilà. Après, chacun met le curseur où il a envie de le mettre. Hein. S'il a envie de rester au niveau de l'individu, d'ouvrir au collectif, ou d'aller encore plus haut. Mais toujours est-il que c'est pas, il n'y a pas de vérité absolue dans ce domaine. Il y a encore des champs à explorer, et y compris dans les neurosciences. Les neuroscientifiques eux-mêmes ont encore des continents et des continents. Et parfois même, ils mènent des expériences dans le champ de l'intuition. Par exemple, en étudiant comment prendre une décision, et à leur grande surprise, ils font des découvertes qu'ils n'avaient pas du tout prévues. Par exemple, sur le pressentiment. Ils font une expérience sur la prise de décision, et le résultat qui arrive, c'est qu'en fait, on se rend compte que les gens sont capables de prédire en avance un événement. Ils n'avaient pas prévu ça du tout. Et puis évidemment, ils n'en parlent pas trop, parce que bon, les neuroscientifiques sont vraiment dans un paradigme matérialiste. C'est pour ça que je parle d'intuition matérielle pour les neuroscientifiques. Pour eux, l'intuition, c'est le cerveau, point barre, et tout le reste n'est que falaise. Voilà. Bon, après, chacun est libre de ses croyances et de ses ouvertures.